Mais bien, bienvenue, il y a quelques têtes que je connais déjà, beaucoup que je ne connais pas. Ce soir, on va effectivement parler de prototypage rapide et plus spécifiquement de l'état d'esprit dans lequel vous pouvez commencer à vous placer pour très vite essayer de passer de votre idée à quelque chose en ligne. Donc, quand on parle de quelque chose en ligne, évidemment, on n'est pas en train de parler d'une version complète de votre application, mais bien des premières briques que vous pouvez en 30 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, commencer à avoir en ligne, commencer à faire fonctionner les unes avec les autres pour très vite avoir une expérience un peu en mode MacGyver et avoir vos premiers utilisateurs sur votre site. Donc, est-ce que déjà, juste pour avoir une idée, certains sont un peu ou bien familiers avec le Lean Startup? Pas trop, un peu. Levez une main plus haut pour ceux qui… Levez en fonction de la hauteur, c'est-à-dire que ça, c'est je suis vraiment à l'aise, ça c'est… Ok, donc dans l'ensemble, la plupart des gens ne sont pas au courant. Donc on va en parler un peu aussi. Alors, une des premières choses qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'une startup n'est pas une entreprise classique. Je pense que ça doit être évident pour vous, mais ayez vraiment en tête que pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, on voit beaucoup de startups qui sont montées avec un schéma très traditionnel. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, pour passer de l'idée à l'application, les entrepreneurs commençaient, et commencent encore aujourd'hui beaucoup, par une étude de marché, un business plan, un cahier des charges, donc des phases qui prennent quand même longtemps. Et à l'issue de ça, une phase de conception, de design et de développement. Donc, ayez les ordres de grandeur en tête. On est sur, pour aller jusqu'à la phase de conception design, de l'ordre de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Même ordre de grandeur pour la phase de conception et de design, et en général encore plus long pour tout ce qui est le développement. Et du coup, c'est une énorme prise de risque. Pourquoi? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que ce que vous avez en fait à l'issue de ça, c'est une perte d'argent, de temps et de motivation. Par perte, qu'est-ce que je veux dire? C'est que en tant que startup, vous travaillez sur un marché qui est inconnu. Enfin, startup ou d'ailleurs créateur de produits, que ce soit web ou mobile, même dans une grande entreprise. Ce que je veux dire, encore une fois, donc pour être encore plus clair, c'est au moment où vous allez mettre sur le marché, c'est le moment où vous allez avoir des premiers utilisateurs que vous allez apprendre le plus. Donc, de manière factuelle, ce qui s'est vu aujourd'hui et sur les 5, 10, 15, 20 dernières années, c'est qu'en fait, énormément de startups mettaient des produits en ligne avec uniquement cette vision théorique de ce dont les utilisateurs ont besoin et leur conviction à eux. Et au moment justement de passer en ligne, eh bien, un énorme apprentissage qui, du coup, occasionnait en général deux choses. Enfin, évidemment, donc, de toute façon, un retravail de l'application, mais qui pouvait prendre au final deux formes. Donc, l'échec direct. Donc, je vais vous donner un exemple juste après, hein, mais concrètement, ça veut dire quoi? On a investi toutes nos ressources pour faire cette première mise en ligne, essayer d'avoir quelque chose de parfait, on le lance, ça n'intéresse personne, on n'a plus de cash ou plus de motivation, plus d'énergie, on a usé en fait nos relations humaines au sein des founders, ce qui arrive aussi très souvent, et finalement, c'est trop tard pour évoluer. En pratique, on a énormément besoin d'évoluer au fur et à mesure. Et en fait, qu'est-ce que ça emmène? C'est-à-dire qu'en fait, on a notre première version qu'on met en ligne, on se rend compte qu'il y a une partie des choses dont on n'avait pas besoin, en général beaucoup, ce qui emmène à faire une itération, puis une autre. Pour ceux qui ont déjà, en fait, en tant que start-upper ou en tant que responsable d'une application ou d'un service web dans une entreprise, vous l'avez sans doute déjà vécu, c'est finalement tous les feedbacks des utilisateurs, c'est les notes sur les App Store, c'est tout simplement lors d'une discussion, vous vous rendez compte de certain nombre de choses, ou juste effectivement le simple fait que les gens n'utilisent pas votre application, ou juste une toute petite partie, ce qui vous oblige en fait à évoluer. Et on revient en fait au même problème qu'avant. Toutes ces évolutions en fait, qui viennent du fait qu'on a essayé de lancer quelque chose de parfait, coûtent énormément en argent, en temps, en motivation. J'ai oublié de vous dire quelque chose au début. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez une question, évidemment, n'hésitez pas à m'interrompre, vous levez une main. Si vous avez à un moment quelque chose, donc du coup pour ceux qui ont déjà vu cet atelier, vous le savez déjà, mais pour ceux, en fait, si à un moment vous vous ennuyez, ou si je ne vais pas assez vite, ou si en fait vous savez déjà ce dont je vous parle, vous levez deux mains. Si à un moment je vois beaucoup de gens qui lèvent deux mains dans la pièce, ça me permet de savoir qu'il faut que j'avance un peu plus vite. Ça va tout le monde? Ok, good. Du coup, avançons là-dessus. Alors, donc, le résultat en fait de ça, c'est que alors, les chiffres sont évidemment compliqués à avoir, mais on est au moins à 90% d'échecs. À mon avis, on est bien au-delà, mais vraiment un chiffre extrêmement significatif. Alors, du coup, prenons un exemple très concret, celui d'Airtime. Est-ce que parmi vous, certains ont entendu parler de cette startup? En général, la réponse est non, j'en ai jamais entendu parler. Et pour une raison d'ailleurs qui est très simple, c'est que effectivement, ça n'a pas été un succès. Pourtant, et donc ça c'est parfois un argument qu'on oppose
ces nouvelles méthodes, et donc notamment qui a inspiré l'atelier de ce soir, donc il y a Lean Startup. Un des arguments qu'on oppose à ça en général, ou des arguments, ça va être, eh bien, les fondateurs n'étaient pas expérimentés, donc c'est ça qui a occasionné l'échec, ou bien ils n'avaient jamais travaillé ensemble, ou bien ils n'avaient pas suffisamment de cash, enfin de financement, ce qui peut arriver aussi. Concrètement, à deux dans un garage, eh ben, on n'a pas forcément les reins aussi solides qu'une structure qui a déjà levé, ou bien ils travaillaient sur quelque chose qui n'a pas d'intérêt. Et effectivement, ces arguments sont assez légitimes, on pourrait très bien se dire que la plupart des échecs viennent de ces problèmes-là. Donc du coup, soyons concrets, Airtime a été fondé par Sean Parker et Sean Fanning, qui sont entre autres les créateurs de Napster. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette plateforme, donc peer-to-peer, qui était, je crois, à son apogée autour de 99-2000. Donc Airtime était un projet qui a été, je crois, créé autour de 2012. Je ne me souviens plus exactement, entre 2010 et 2012, je ne me souviens plus de l'année exacte. Mais donc des personnes qui ont déjà travaillé ensemble, qui au moment de travailler sur Airtime, l'un est VC, investisseur, l'autre travaille chez Spotify. Donc des personnes qui ont une grosse expérience, qui ont déjà travaillé ensemble, et donc des profils vraiment très solides. En termes de financement, 33,5 millions de dollars, ce qui du coup, on va dire, laisse une marge de manœuvre assez confortable pour pouvoir tester des choses, et si on s'est planté, eh bien pivoter. Pareil, je vais vous parler un peu de cette notion de pivot. En termes de service, eh bien, le service sur lequel il travaillait était en fait une version, on va dire, modifiée de Chatroulette. Vous vous souvenez de Chatroulette, service de mise en relation par webcam qui en fait a une propagation extrêmement virale. Et donc, finalement, leur objectif était de faire un Chatroulette plus joli, sans le contenu adulte, pour finalement mettre des gens en contact autour de leur centre d'intérêt. Donc, nos trois conditions, on va dire grandes conditions, étaient réunies. Pourtant, le projet était un gros échec. Donc en fait, déjà, ça n'intéressait personne. Les gens ne comprenaient pas vraiment à quoi ça servait. Il y a eu aussi des questions autour de la vie privée, enfin la façon dont le site traitait ces données-là, mais essentiellement, le problème était que les gens arrivaient sur le site, s'en servaient 5 minutes, et puis repartaient en se disant ok, c'est cool, mais je ne vois pas très bien ce que je vais faire avec. Donc, le problème en fait est partagé par tous les entrepreneurs ou tous les créateurs, enfin en fonction de là où vous placez, si vous êtes en start-up ou en grande entreprise. C'est effectivement un peu moins facile avec de la vidéo. Alors, donc du coup, qu'est-ce qui se passe en fait? Et donc, quelle est parmi les conséquences de tout ça, c'est qu'il y a eu finalement, donc, je vous parlais de cette méthode qui a émergé et qui finalement on va dire dans son ensemble, a insisté sur un point, parmi plusieurs, qui était la notion de pivot. Concrètement, ça veut dire quoi? De manière très schématique, c'est l'idée sur laquelle vous travaillez au début n'est pas nécessairement, et en général n'est pas, celle qui va marcher. Prenons quelques exemples. Donc, je vous donne l'idée initiale, très très initiale, et du coup, vous essayez de trouver quelle est la startup qui existe encore aujourd'hui, mais sur un produit différent. Le premier exemple est donc celui d'un service de vidéo dating. Donc concrètement, c'était quoi? Imaginez Adopt un mec ou Tinder, la vidéo en plus. Donc, est-ce que vous savez quel est le service qui a commencé autour de cette idée-là et qui a été abandonné très vite? YouTube, exactement. YouTube au tout départ, donc il y a 2-3 articles qui en parlent sur le net, effectivement, cette idée a été abandonnée très très vite, mais effectivement, l'idée était, tiens, et si on matchait des gens sur la base de la vidéo, ça a été abandonné et seule la partie vidéo a été gardée. Un autre exemple que je trouve intéressant, alors je vais essayer de ne pas vous donner les réponses en avance, donc une autre startup qui, elle, travaille sur la recommandation de médecins. Donc un problème qui, pareil, est très pertinent, qui est de se dire, on a besoin de médecins. C'est compliqué quand en fait son médecin n'est pas disponible ou qu'on a déménagé ou bref, on a besoin d'un nouveau médecin qu'on n'avait jamais vu. Finalement, on peut très bien se recommander des médecins, faisons-le et permettons aux gens de se recommander, d'avoir un impact sur cette information-là. Ça n'a pas pris non plus. En revanche, aujourd'hui, très gros service, est-ce que vous savez lequel c'est? Non. Alors ça, c'est marrant parce que souvent les gens gardent le côté médecin en pensant que c'est ça qui est resté. En fait, ce n'est pas ce côté-là qui est resté du projet. Yelp, yes. Et Yelp, donc pour ceux, tout le monde connaît Yelp? Oui? Ouais. Donc du coup, Yelp, clairement, donc en fait, ce qui est très intéressant, c'est qu'en mettant à disposition de leurs utilisateurs un premier service, et en voyant les feedbacks qui remontaient, et surtout l'utilisation, ils se sont rendus compte qu'à l'usage, les gens utilisaient leur système de recommandation, oui, en partie pour recommander des médecins, mais surtout pour commencer à entrer des bars, des restos, et globalement des commerces. Et du coup, évidemment, les entrepreneurs se rendant compte de ça, se sont dit, clairement, l'usage, le succès est potentiellement là-dessus. On pivote, donc on garde une partie du travail qu'on a fait, mais on fait quelque chose de différent autour de notre même sujet.
Alors, un autre exemple qui, pareil, est aussi intéressant, celui d'un projet qui avait commencé avec du transfert d'argent entre Palm Pilot. Donc là, pour le coup, c'est un projet bien plus vieux. Palm Pilot, pour ceux qui ne se souviennent pas, c'était des PDA, donc des espèces de vieux smartphones à l'époque où la 3G était un fantasme. Et donc, aujourd'hui, pareil, service légèrement différent. Vous savez lequel c'est? PayPal, yes. Qui connaît tous mes exemples? Ouais, d'accord. PayPal, du coup, qui a abandonné la partie physique avec les appareils et qui, en fait, a gardé ce côté transfert d'argent uniquement sur le web. Et le dernier, donc celui d'une startup qui, au départ, avait un produit dont le but était de se regrouper, donc d'agir ensemble pour rendre le monde meilleur. Donc, pareil, une partie du sujet a été gardée, mais pas tout. Une idée? Enfin, Groupon. Et donc, ça s'appelait The Point. J'ai un doute. The Point, oui, il me semble. J'ai mes notes quelque part. De mémoire, on vérifiera, mais je crois que de mémoire, effectivement, c'était The Point. Donc, bref, ce qui est intéressant, c'est de voir que, donc, encore une fois, c'est vraiment un bon exemple de situation où un service est mis en ligne, les outils donc, permettant aux gens de se rassembler pour faire des actions collectives. Finalement, ce qui commence à transparaître du service, c'est que les gens ont effectivement cette envie de se rassembler, mais dans certains cas, pour faire de l'achat groupé. À l'époque, il n'existait rien de vraiment pertinent pour répondre à ce besoin-là. Pareil, pivot. Pour garder la partie, on va, à plusieurs, on est plus fort, mais en abandonnant le côté, on va rendre le monde meilleur. Vous voyez où je veux en venir, hein, c'est-à-dire que finalement, on se rend bien compte, et à travers ces exemples, il y en a une multitude d'autres, à quel point entre l'idée, la conviction qu'on a au départ, et la réalité des choses, il y a en général une grosse différence. Criteo, donc voilà, effectivement, j'ignorais qu'au départ, Criteo travaillait sur de la recommandation avant de se mettre en fait sur de la publicité et du retargeting. Donc, une métaphore, oui, dis-moi. À quel moment ces entreprises ont pivoté? À partir du moment où la data est significative. C'est une bonne question. Il n'y a pas de réponse claire. En revanche, en fait, dans la philosophie de l'approche, on se dit finalement, si tu commences à poser une question à 10 personnes et que pour 10 personnes, tu as un taux de réponse qui est significatif, là, c'est là où je ne peux pas donner de réponse. Hein. C'est à toi de voir si c'est significatif par rapport à ta population, c'est 30%, 50%, 80%. Mais si en fait, sur 10 personnes, tu commences à trouver ces 10 personnes qui, elles, ont ce problème-là et qu'à chaque fois, tu arrives à reproduire ton expérience, c'est un signal intéressant. Donc du coup, et d'ailleurs, finalement, c'est un exemple que j'avais pour après mes Groupon, le premier test qui a été fait, quand justement ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait potentiellement quelque chose à faire autour de l'achat groupé, comment est-ce que ça s'est passé? Avec un simple blog WordPress sur lequel ils ont mis quelques informations pour leurs employés pour dire si vous allez acheter des pizzas à la pizzeria qui est en bas de notre immeuble, vous aurez une réduc. Et donc, vous voyez bien à quel point finalement une structure qui avait déjà investi sur de la tech pour avoir une vraie plateforme avec tout ce qu'il y a derrière, à la fois donc une présentation élégante, des comptes utilisateurs, ce genre de choses, des comptes administrateurs, bref, vous imaginez vraiment tout ce qui aurait pu être mis en place, en fait a pu commencer à tester son concept avec juste l'information brute, mais l'information la plus pertinente, et du coup de commencer à se rendre compte que oui, il y avait une réelle demande pour ce type de promesse. Et par promesse, ce que je veux dire, c'est finalement, c'est à la fois le problème auquel vous répondez pour les personnes auxquelles vous répondez. Et finalement, c'est l'engagement que vous prenez vis-à-vis de tous ces gens-là. Ça répond à ta question? On part. Bon, on verra si le reste de la presse te donnera des éléments. Donc, une métaphore que j'aime bien finalement pour résumer un peu tout ça, c'est celle du chercheur d'or. Concrètement, quand vous êtes en train de créer une startup, vous avez votre gut feeling, vous avez votre conviction, mais en pratique, vous vous apprêtez à retourner la montagne pour essayer de trouver le filon. C'est ni plus ni moins que ça. Et donc, l'idée de ce qu'on va voir ce soir, c'est de se dire dans quelle mesure est-ce qu'il est possible très vite de construire quelque chose, qui est en fait un peu l'analogie et l'outil qui me permettrait de scanner la montagne pour aller vérifier que ça vaut le coup d'investir énormément de ressources avant de quitter mon job et aller faire tout ça. C'est clair dans votre tête? Good. Je vous parlais effectivement du fait qu'il y a plus de 90% des startups qui échouent, donc un très très grand nombre. Il n'empêche que ça est quand même intéressant, on peut en retirer quelque chose. Donc, il y a eu beaucoup de retours d'expérience et de tout ça ont émergé des méthodes. Donc, je vous parlais du mini startup. Et finalement, la philosophie de toutes ces méthodes, entre autres, c'est notamment de limiter au maximum le risque et évidemment d'être plus efficace. Encore une fois, j'insiste lourdement, mais pensez en termes de ressources au sens large du terme, donc argent, motivation, temps et tout ce que vous voulez mettre là-dedans. Le moment où vous en avez réellement besoin, c'est le moment où vous allez mettre quelque chose dans la main de vos utilisateurs. Parce qu'en fait, clairement, les choses vont évoluer. Alors, du coup, très rapidement, je ne vais pas
rentrer dans le détail de la méthode, mais je veux quand même juste vous donner un peu une idée globale pour que vous sachiez un peu de quoi on parle. Ça, c'est un schéma si vous commencez à lire quelques livres sur le sujet ou regarder des vidéos que vous croiserez très souvent. Il se lit assez facilement. En fait, vous avez votre idée. À un moment, vous allez vouloir construire un product, donc quelque chose que vous allez pouvoir donner à vos utilisateurs, un service que vous êtes en train de rendre. Je ne suis pas en train de parler de technologie, hein, c'est un produit, un service au sens large du terme. De ce produit, vous allez à un moment très vite mesurer des choses, et c'est ça qui va vous permettre de savoir si oui ou non ce sur quoi vous travaillez est pertinent. Et donc on revient toujours à cette notion de mesure, mais que vous devez fixer vous-même pour voir effectivement dans quelle mesure vous êtes en train d'avancer. Pour passer d'une étape à l'autre, eh bien évidemment, vous avez besoin de construire quelque chose pour passer de votre idée à un product. C'est la phase de mesure qui va vous permettre de générer vos datas. Et de tout ça, vous allez apprendre, et finalement c'est ça l'objectif. L'objectif n'est pas au début d'avoir quelque chose de parfait. Et alors là, pareil, gardez vraiment ça en tête. On a vu qu'essayer d'avoir quelque chose de parfait et passer des mois, en tout cas j'espère vous avoir sensibilisé à ça, aujourd'hui des exemples d'entreprises, de startups qui ont investi énormément pour avoir une V1 parfaite au début et qui en fait se sont plantés, il y en a des pelletés. Donc le plus important, c'est d'aller le plus rapidement possible, de parcourir ce cercle autant que possible pour apprendre un maximum, économiser ses ressources. Pour le moment, effectivement, on a la confiance, la certitude qu'on est sur la bonne voie. Et donc la question, et c'est l'objet de ce soir, comment? Alors, je dis beaucoup alors ce soir. Donc quelques grands principes que vous pouvez aussi ajouter à ça. Le but, comme je vous le disais, c'est de récupérer de l'information. Pour pouvoir faire ça, vous allez être obligé de faire des hypothèses. Et en même temps, apprendre veut dire quoi? Veut dire que vous êtes en train de faire une hypothèse sur les éléments les plus risqués, à savoir ça n'intéresse personne, ou on est en train de travailler sur quelque chose qui en fait n'est pas un vrai problème pour les personnes auxquelles on s'intéresse. Donc vos hypothèses, vous allez les valider ou les invalider en faisant des expériences. Et du coup, de là, vous apprenez, vous ajustez. Évidemment, la première étape, c'est d'aller parler avec vos utilisateurs potentiels. Donc, c'est d'aller trouver les personnes qui, d'après vous, ont besoin de ce service ou concrètement qui ressentent le problème sur lequel vous êtes en train de travailler. Avec cette approche de Lean Startup, on démarre toujours en général d'un problème, donc une hypothèse de problème, une hypothèse sur qui sont vos clients, pour très vite commencer à leur proposer des choses. Donc, allez parler à vos utilisateurs, évidemment, c'est la première chose à faire. Et au-delà de ça, vous avez deux options qui s'offrent à vous. Finalement, c'est le fait de commencer à proposer quelque chose qui n'existe pas, le fait de proposer avant d'avoir. Donc, je vais vous expliquer un peu le détail de ça rapidement. Et ce qui nous intéresse plus, c'est un peu la capacité à créer des choses très vite pour mettre vos utilisateurs dans une situation qui est proche de celle que vous auriez si vous aviez développé une V1. Évidemment, on n'aurait pas un service qui a la même qualité. Encore une fois, on s'intéresse là aux 10, 50, 100 premiers utilisateurs, plus qu'à la question de qu'est-ce qui se passe quand j'en ai 100 000. Parce qu'en pratique, vous n'en aurez pas 100 000 si vous n'êtes pas en train de travailler sur quelque chose qui intéresse vraiment les gens. Qu'est-ce qu'on met en fait là-dedans? C'est pour ceux qui connaissent le terme, il s'agit tout simplement de la landing page, de la landing page et de ce genre d'annonce. Ça consiste en quoi? Donc, si vous ne connaissez pas les outils, donc allez regarder du côté de Strikingly, qu'on va commencer à manipuler ce soir. Il y en a énormément, des outils de création sans code qui vous permettent d'avoir une page très rapidement, qui donc sont responsive, donc ça veut dire que votre page marchera à la fois sur le web et sur mobile. Donc ça vous permet d'annoncer le service et de très vite tester l'appétence, donc par exemple en mettant un formulaire d'inscription pour que les gens laissent leur email si effectivement ils sont intéressés. En termes de logique, le crowdfunding est un peu dans la même veine, puisqu'en fait il s'agit de gens qui vendent quelque chose avant de l'avoir réellement. En pratique, sans aller jusque-là, vous pouvez évidemment commencer à créer des choses et les annoncer et puis voir effectivement ce qui se passe. Un exemple intéressant, c'est celui de Parse. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette société, qui en fait est un service au départ qui était technique pour les développeurs qui faisaient des applications mobiles, et qui a été revendu d'ailleurs, Parse a été revendu, j'ai plus le chiffre en tête, 60 millions, 80 millions à Facebook. Comment est-ce que cette histoire a démarré? Eh bien avec une personne qui avait une dizaine d'idées, qui a créé une dizaine de landing pages, donc une dizaine de pages pour annoncer le service. Et en fait, à chaque fois tester l'appétence pour chacun des services, s'est rendu compte que celui-ci, donc des services qui permettaient d'éviter aux développeurs mobiles de recréer la partie web, donc les serveurs, qui permettaient en fait à l'application mobile de gérer des comptes utilisateurs, de la donnée, des notifications. C'est ce service-là en fait qui a été le plus plébiscité. Et une fois du coup qu'en fait il avait mesuré cet intérêt, c'est à ce moment-là qu'il a choisi ce projet parmi les 10 et qu'il a démarré. Encore une fois, on est vraiment dans la logique d'investir un minimum d'efforts pour un maximum de retour, d'apprentissage. Notre autre mode est donc de commencer à rendre le service
même s'il n'est pas vraiment construit. Qu'est-ce que ça veut dire? Prenons un exemple, My Little Paris, que je pense tout le monde connaît ici, qui s'est décliné d'ailleurs en Merci Alfred notamment, des box. Comment est-ce que ça a démarré? My Little Paris, c'était au départ 4 fondatrices qui en fait avaient envie de commencer à créer du contenu, donc autour de bons plans, insolites, de news, de bonnes adresses, et qui en fait ont démarré avec une newsletter pour tester le ton. En un mois, la newsletter passe de 50 à 1000 abonnés. Après 6 mois, 10 000. Et donc, suite au succès des premiers succès sur My Little Paris, donc elles ont pu le décliner en My Little Lyon, My Little Marseille, puis avec des nouvelles thématiques, My Little Kids et My Little Wedding. Je vous parlais de Merci Alfred, qui est la déclinaison masculine. Des box. En 2013, donc, le concept avait été créé en 2008, et donc en 2013, 5 ans après. L'entreprise faisait 14 millions de chiffres d'affaires et elle a été rachetée entre 30 et 50 par le groupe Au Féminin. Donc c'est quand même une belle histoire pour quelque chose qui a démarré avec une newsletter. Encore une fois, le but de ces explications est de vous sensibiliser sur à quel point ce qui est important, c'est le contenu, le service, la valeur et pas la tech pour la tech. Au début, de toute façon, ça n'est pas ce que vous allez tester sur vos 10, 50, 100 premiers utilisateurs. Donc Groupon, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Donc cette idée qui commence à émerger de la part des retours d'utilisateurs. Donc finalement se regrouper, oui, mais pour faire de l'achat. Un blog, juste une page décrivant le service. Et c'est ça qui a été le point de départ d'une entreprise qui a quand même est passée par la phase d'IPO par la suite. Et un dernier, Diapers, qui est intéressant aussi, puisque là, il s'agit d'entrepreneurs qui voulaient vendre des produits de puériculture, notamment des couches, ce genre de choses. Les grossistes, enfin plutôt les fabricants de ces produits-là ne voulaient pas, ou plutôt demandaient en fait l'équivalent de, alors je sais plus si c'était des bilans comptables ou des relevés d'activité. Enfin bref, vous imaginez le bilan des années précédentes pour montrer qu'on est solvable, etc. Ce qui est extrêmement complexe à fournir quand on est une start-up et qu'on n'a pas forcément même d'existence juridique. Et comment est-ce qu'ils ont contourné le problème? Eh bien, en louant des camions et en allant chez Costco et ce genre de semi-grossistes pour acheter en fait directement les produits dont ils avaient besoin et les revendre ensuite sur le net. Donc évidemment, en termes de structure de coût, c'était bien moins intéressant que d'avoir les produits venant directement de la source. Il n'empêche que ça leur a permis de valider leur modèle et ensuite justement d'avoir le poids suffisant pour aller du coup renégocier avec les fournisseurs. Une définition qui, pareil, vient du Lean Startup, qui du coup a l'intérêt de vous permettre de garder une définition un peu claire. Il y en a plein, vous en trouverez plusieurs des définitions de ce que c'est qu'un MVP. Un MVP, donc les initiales veulent dire Minimum Viable Product. Personnellement, celle que je préfère est celle-ci, c'est celle d'Ash Moria, qui dit qu'un MVP est la plus petite solution qui vous permet de délivrer, donc d'apporter de la valeur à vos utilisateurs, à vos clients. Donc avec cette définition, d'ailleurs, on voit bien que juste créer une page annonçant votre service et récupérant des emails n'est pas un MVP. C'est pas grave, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas intéressant. Je suis juste en train de bien faire la distinction entre aller discuter avec des gens, aller présenter un service et demander en échange de l'information ou de la valeur, et réellement commencer à rendre le service. Et si possible, d'ailleurs, ça c'est un peu le bonus de cette définition, si jamais dans votre expérience, vous rendez réellement le service, ce qu'on va voir juste après, on va commencer à parler de comment, si vous commencez à rendre de la valeur à vos utilisateurs, il n'y a pas de problème à commencer à en capturer pour vous-même. Ce que je veux dire par là, c'est que évidemment, ça peut être de l'email, du numéro de téléphone, mais pourquoi pas éventuellement de l'argent. Si vous commencez à rendre un service, ça a beau être fait avec pas grand-chose de technique derrière, il n'empêche que si vous rendez un service, vous rendez un service. Il ne faut pas avoir de problème à monétiser quelque chose qui a de la valeur pour vos utilisateurs. Donc évidemment, l'idée est toujours de raccourcir au maximum le moment ou plutôt la durée entre votre idée et votre produit. Donc, finalement, votre premier produit, ce MVP, qui est la version la plus simple, la plus minimaliste, mais qui vous permet de quand même rendre de la valeur à vos utilisateurs. Sans passer, encore une fois, repenser à cette idée de cahier des charges, études de marché, conception, design, développement, donc sans passer 6 mois, 1 an, voire plus, dépenser 5 000, 10 000, 15 000. Cette semaine, j'ai encore entendu parler d'entrepreneurs qui avaient dépensé 30 000 dans un projet pour lequel ils n'ont, à ma connaissance, pas fait de vente encore. Et donc, vous imaginez en fait à quel point c'est dramatique de se retrouver dans cette situation. Ça rend en plus toute l'expérience, tout le fun de l'entrepreneuriat un peu moot, comme on dit en anglais. Bref, ça gâche un peu tout ça. Alors,
Ce soir, on va s'intéresser à un cas pratique qui est celui de Winiz. Donc mettez-vous en situation, imaginez qu'on soit tous là pour, avec comme objectif de lancer un service qui eh bien, serait un service de livraison de vin. Donc imaginez pour nos utilisateurs, ils sont chez eux, dans leur canapé ou au bord des quais, ils se disent bah, j'aimerais bien avoir une bouteille de vin ou deux et pas besoin de sortir de chez moi, trouver un commerce qui est ouvert, faire la queue, payer, revenir chez moi, c'est galère. On va admettre un certain nombre d'hypothèses, puisqu'on va plus s'intéresser à comment en pratique faire les choses. Donc on va admettre que, eh bien, il y a effectivement un problème qui est ressenti pour des personnes qui favorisent plus leur temps, attachent plus d'importance à leur temps qu'à leur argent. On va admettre aussi qu'on a une population aisée qu'on a trouvée. Donc je vous parlais des 10, 15, 20 premiers utilisateurs. Potentiellement, pourquoi pas des gens qui utilisent déjà des services type Uber ou chauffeur privé, qui finalement peut-être sont notre cible. Donc c'est ce qu'on va essayer de vérifier. On admet aussi qu'on est allé leur parler et qu'en leur parlant, ces gens nous ont dit bah oui, effectivement, ton service m'intéresse et je suis prêt à le tester si tu me proposes quelque chose. Du coup, la réponse qu'on leur apporte, la promesse qu'on leur fait, la proposition de valeur, c'est bien, on va leur livrer à domicile du vin en moins de 30 minutes, en 30 minutes disons. Je vous le disais au début, on pourrait avoir comme réflexe le fait de partir sur une application mobile en se disant ce qui va nous permettre de commencer à rendre notre service, c'est le fait de développer une app qui permettra aux gens de commander. Et du coup, nous, on reçoit la commande, on déclenche un livreur qui, lui, a une autre version de l'application, un mode livreur, etc., etc. Je ne reviens pas sur pourquoi est-ce que ça nous prendrait trop de temps et que ça coûterait trop cher. On pourrait démarrer de manière extrêmement simple. On pourrait démarrer tout simplement par téléphone. Rien ne vous empêche de commencer en donnant votre numéro de téléphone aux personnes, aux 10, 20 personnes qui sont concernées et en leur disant « au moment où tu veux commander une bouteille de vin, passe-moi un coup de fil ». Pourquoi est-ce que c'est un test qui est complètement valable? C'est-à-dire que si votre proposition, votre promesse n'est pas suffisante, ou plutôt si le fait qu'un coup de fil dérange les gens et soit trop compliqué par rapport à cliquer sur une application, en fait, vous n'apportez pas assez de valeur. C'est-à-dire que les utilisateurs que vous cherchez au début sont des gens qui ressentent réellement ce problème et qui, que ce soit une application ou un coup de téléphone, concrètement, ça ne leur pose pas de problème de faire ce micro-effort du coup de téléphone. Vous pourriez aussi le tester tout simplement avec une page web. Il y a énormément de tests simples qui vous permettent de commencer. D'ailleurs, si vous repensez à ce que je vous ai dit au début de l'atelier, je vous ai dit si vous avez une question, vous levez une main. Si vous avez à un moment vous vous ennuyez ou si ce que je vous raconte n'est pas intéressant, vous en levez deux. Donc là, je fais une petite parenthèse. Si j'étais aujourd'hui en train de vous travailler sur un concept d'outil qui permettait à un speaker de mesurer le niveau d'intérêt dans la salle et de savoir quand est-ce qu'il a perdu l'attention de tous les participants. Et si je voulais commencer à tester très rapidement, il se trouve que j'ai la chance effectivement de donner des ateliers, si je voulais le tester, qu'est-ce qui serait le plus simple? Ce serait de pouvoir le faire en live. Voilà. Ça, c'est un exemple simple, juste pour illustrer aussi à quel point vous pouvez évidemment vous permettre de commencer à faire des tests en physique, de rendre votre service, de commencer à mesurer des choses. Là, en l'occurrence, le service est essentiellement, en tout cas l'information est essentiellement pertinente pour moi. Ce n'est pas gênant, il n'empêche que ça m'apporte énormément de valeur de savoir si oui ou non ce que je raconte en ce moment vous intéresse ou pas. Déjà en tant que speaker parce que ça me donne un feedback direct et puis aussi parce que si je suis effectivement en train de travailler sur ce sujet, ça me permet de commencer à générer un peu de la matière pour mes réflexions et de la matière basée sur des situations réelles. Et du coup en plus c'est reproductible, c'est-à-dire que les autres ateliers par exemple du wagon, je peux très bien prendre 5 minutes les speakers au début de leur atelier en leur disant je fais un test pour éventuellement un tool que je développerai à terme. Voilà. Est-ce que tu peux demander en début de séance, juste avertir les gens, une main, question, 2 mains, je m'ennuie. Vous comprenez aussi la logique? Donc, on va vous montrer évidemment ce soir quand même comment faire des choses un peu plus évoluées que ça. C'est tout l'intérêt des outils qui ont commencé à émerger en fait ces dernières années et qui ont apporté énormément. Alors, rentrons dans le cas de Winiz. Donc, comme je vous le disais, ce qu'on cherche à faire, c'est très très vite commencer à lancer le business. Alors, ce qu'on cherche à faire sur Winiz, c'est vraiment être extrêmement pragmatique. On a vu qu'on pouvait faire des tests beaucoup plus simples, mais on veut lancer le business. On veut le lancer rapidement. Donc, on ne veut pas perdre le temps qu'on évoquait au début sur toutes ces étapes-là. L'étape, enfin plutôt la séquence d'étapes, est assez logique, vous allez voir. Et si vous la suivez, normalement, ça va vous permettre de commencer à décomposer votre idée en un certain nombre d'actions. C'est ce qu'on va commencer à faire pour Winiz. Découper donc notre projet en actions. Et ce qu'on va faire ensuite, c'est, pour chacune de nos actions, trouver un outil qui est manipulable sans développer, qui va fonctionner avec les autres outils qu'on a choisis. C'est aussi l'intérêt, comme je vous le disais, des nouveaux outils qui ont commencé à émerger ces dernières années.
enfin plutôt cette dernière année, pour arriver le plus rapidement possible à un produit qui ne sera pas parfait, mais qui sera largement suffisant pour commencer à tester notre service. En l'occurrence, on est sur un business de vin, donc évidemment, vous l'imaginez, on va à un moment proposer du paiement, et on va faire tout ça, vous allez voir, assez rapidement. Ok, donc je vous parlais d'action. Concrètement, une action utilisateur, qu'est-ce que c'est? Donc rappelez-vous, on part de notre idée, on va chercher à la découper en une série d'actions qui sont relativement fines, assez granulaires, vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc qu'est-ce que c'est qu'une action? Alors vous pourriez la formaliser un peu comme vous voulez, on a choisi nous ce formalisme-là parce qu'il nous paraît relativement clair et qui permet d'avancer rapidement. Donc une action, c'est ce que peut faire un utilisateur sur le site. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on cherche à avoir des actions qui sont simples et claires, et qui ne concernent qu'un seul type d'utilisateur. Si parmi vous, certains vous avez déjà travaillé en méthode agile, notamment en Scrum, la notion de story est en fait identique. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà le formalisme, un formalisme qui est simple et qui permet de très vite commencer à détailler les choses. C'est de se dire, eh bien, en tant qu'utilisateur, je dois pouvoir faire cette action pour cette raison. Prenons un exemple. Donc là, il s'agit d'un cas où on prend une action en tant que vendeur. Donc on fait la séparation aussi aux actions qui vont concerner le vendeur, donc en l'occurrence nous, de nos utilisateurs. Il s'agit du qui. Donc en tant que vendeur, je dois pouvoir notifier un livreur dès qu'une commande arrive. Logique, on veut que nos clients soient livrés très rapidement. Là, il s'agit de quoi? Afin qu'ils puissent livrer en moins de 30 minutes. C'est le pourquoi. Donc du coup, c'est la formulation qui est ici. En tant qu'utilisateur, je dois pouvoir faire telle action pour telle raison. Alors, donc dans le cas de Wineys, qu'est-ce qu'on cherche à pouvoir faire? On cherche évidemment pour nos clients à leur permettre, alors les clients et côté vendeur, donc prenons l'exemple d'une transaction financière. La transaction financière concerne à la fois nos clients et nous concerne aussi, puisqu'évidemment c'est de l'argent qui est transféré d'un côté et de l'autre. La raison pour laquelle on sépare volontairement les choses est que on veut vraiment, donc dans le cas par exemple d'un remboursement, le remboursement est une action qui ne nous concerne que nous. Le paiement est une action qui ne concerne que l'utilisateur. Le fait d'avoir une séparation bien claire va nous permettre justement de faire un tri assez fin et de ne garder que les actions qui ont une valeur essentielle par rapport à notre projet. Pensez un peu Jenga. Les seules pièces que vous gardez, ce sont celles qui font que si vous en retirez une, le Jenga se casse la gueule. Donc d'ailleurs, effectivement, oui, ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'on pourrait très bien, à un moment, dans les actions, donc là je vais vous donner la liste des actions dont on va parler ce soir, on pourrait très bien se dire, je veux que, en tant que client, je veux pouvoir suivre le livreur, l'approche du livreur, pour savoir exactement à quelques minutes près quand est-ce qu'il va arriver. Un peu comme Uber ou Jump, où je vois le driver arriver. Ce serait hyper sympa, mais en pratique, pour nos 10, 20, etc. premiers utilisateurs, on n'en a pas besoin. La valeur ne se situe pas là. La valeur se situe sur le fait pour nous d'apprendre si oui ou non notre service a du sens pour nos utilisateurs, et du coup, les côtés utilisateurs, recevoir effectivement cette bouteille de vin ou ces bouteilles de vin, et effectivement en être satisfait. Donc toutes les actions que nous cherchons à mettre en place, il s'agit évidemment de commander et de payer côté client, d'encaisser les paiements, donc ça c'était le minimal dans le cas de la transaction financière, comme je vous l'ai dit, on le séparait. Au final, on va avoir d'autres actions. Donc côté vendeur, on l'a mentionné, on veut pouvoir notifier nos livreurs, on veut évidemment garder un historique de nos commandes, on veut pouvoir encaisser nos paiements, et on veut connaître l'heure de livraison. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qu'on pourrait oublier, ou en tout cas qui n'apparaît pas gros comme une maison, mais dites-vous que, et là on revient à la notion de mesure que j'évoquais tout à l'heure, si notre promesse c'est de dire on va vous livrer en 30 minutes ou 1 heure, en fonction de notre capacité à livrer, il est indispensable que le plus tôt possible, on commence à mesurer notre temps de livraison, en plus évidemment d'autres métriques, pour vérifier qu'on tient notre promesse. Et dès nos premières expériences, on doit évidemment inclure l'ensemble de l'expérience et établir des points de mesure pour voir si oui ou non on est bon. Côté client, c'est un peu plus simple. Finalement, on veut juste présenter le service, permettre à nos clients de découvrir le service et de commander et de payer. Du coup, on va faire une petite démo peut-être maintenant, de Wineys ou avec les outils. Nils, comment est-ce que tu… Ouais, petite démo. Alors, hop. Alors, ce que je suis en train de vous montrer, c'est la page wineys.fr. Donc, pour l'exercice, effectivement, on s'est nous-mêmes imposé cette logique en se disant
mettons en place Winiz et mettons-le en place rapidement. Donc vous verrez qu'au niveau de la qualité graphique, c'est light, c'est minimaliste. Effectivement, ça c'est un choix de notre part. On a cherché à aller le plus rapidement possible pour très vite pouvoir commencer à proposer quelque chose, tout en étant, on va dire, suffisamment propre pour que ça soit passable. Mais il n'empêche que le résultat est quand même satisfaisant. Donc si je retourne ma souris, même très satisfaisant pour quelque chose qui a été fait en 1h30, 2 heures, Nils, c'est ça? Quelque chose comme ça? Qu'est-ce qu'on a? Donc on a une page, comme je vous le disais, qui fonctionne sur ordi et sur mobile, qui présente le service. Donc on a évidemment un raccourci tout de suite pour pouvoir commander, mais si je ne connais pas le service, je peux scroller, avoir quelques informations, des petites animations qui sont sympas, qui me font apparaître des pictos, qui m'expliquent effectivement que tout marche, un formulaire qui va me permettre de commander, donc je vous propose qu'on le fasse, d'autres liens. Donc si vous allez d'ailleurs sur la page sur mobile, vous verrez, hein, ça fonctionne ici. Faisons une commande. C'est Strikingly, exactement. Et donc, dans lequel on a ajouté d'autres choses, notamment un formulaire qui va nous permettre de faire plusieurs interactions. Alors, nous sommes 25 rue du Petit Musc. Pardon? Il faut que je remplisse. Ah, ouais. Postal zip code 75004. France, email. On a le choix parmi 3 bouteilles. Là, on a fait le choix de se limiter à 3 bouteilles, mais de quand même permettre 3 bouteilles. On aurait pu juste aussi le faire avec une seule. C'est très minimaliste. Il n'y a pas effectivement de grande différence. Il n'y a pas d'informations spécifiques sur nos vins, mais comme je vous le disais, ce n'est pas dramatique puisqu'on est en train de commencer avec nos premiers utilisateurs. Là, je choisis volontairement celle qui est à 0 €, mais ça marche aussi, croyez-moi sur parole, avec celles qui sont payantes, juste pour la démo. Donc, une fois que j'ai validé ma commande, donc là, on pourrait le faire. On a plus la carte. On a le compte de paiement encore ou pas de test? Ouais. En pratique, on pourrait vous faire la même démonstration avec du coup une carte bleue de test. Enfin, croyez-moi sur parole, il y a un formulaire de paiement entre les deux. Ce qui se passe en fait automatiquement, et c'est ça qu'on va vous montrer ce soir, c'est donc que là, en fait, un appel automatique est déclenché. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, le portable de Nils s'est mis à sonner. Donc, à partir du moment où j'ai passé ma commande, en fait, quelles sont les actions qu'on déclenche derrière? Eh bien, qu'est-ce qu'on cherche à faire? On veut, comme on le disait, alerter notre livreur. Donc là, on a déclenché un appel. Il y a aussi d'autres choses. Je vais vous donner un peu la vision d'ensemble qu'on a déclenchée, mais on veut évidemment transférer l'adresse directement sur le portable de notre livreur. On n'a pas envie qu'il ait besoin de checker ses mails toutes les 2 secondes pour savoir. Donc, c'est là aussi la raison pour laquelle on déclenche à la fois une notification et un coup de fil pour aussi traiter le cas du j'ai pas de 3G. On déclenche aussi d'autres outils qui vont nous permettre de suivre le temps de livraison, notamment un outil simple qui s'appelle Trello, qui va permettre de créer des cartes pour pouvoir passer des cartes d'une colonne à une autre. On sauvegarde des choses dans Google Drive. Bref, on est en train là de mettre en place tout un système, donc sans avoir développé quoi que ce soit, qui permet à la fois à nos utilisateurs de comprendre ce qu'on est en train de proposer, de payer, nous de recevoir ces commandes, de les encaisser, de déclencher des livreurs et du coup d'apporter la bouteille. Et encore une fois, on n'oublie pas de traquer le temps de livraison. Et du coup, on a effectivement d'ailleurs, vous voyez cette petite page aussi qui est toujours sympa. Enfin, la confirmation de commande, c'est quand même toujours essentiel. Donc ça, je vous en parlais d'ailleurs tout à l'heure. J'ai été un peu vite sur les slides. Voilà, ça c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les actions évidemment qui ne sont pas critiques, on les enlève. Donc suivre sa commande en temps réel, ça n'est pas indispensable pour pouvoir réaliser vos premières ventes. Donc ça sort du lot. Vous devez être impitoyable sur votre sélection. Sinon, vous allez avoir des fonctionnalités qui ne sont pas indispensables. Et du coup, vous allez à la fois passer du temps à les mettre en place, mais passer du temps à les suivre pour une valeur qui est extrêmement faible. Du coup, on a notre idée de laquelle on a extrait des actions. La question ensuite qui se pose maintenant, c'est quels sont les outils? Alors, des outils, il y en a plein. On a fait le choix, en tout cas pour ce cours, cet atelier, d'en sélectionner quelques-uns, parce que ce sont ceux qui illustre le mieux, en tout cas de façon claire, la logique, qui est une logique de puzzle, une logique un peu en mode de MacGyver, qui est j'ai un outil qui va me permettre de faire une partie des choses, un deuxième outil qui fonctionne correctement avec, qui va me permettre d'aller un peu plus loin, etc., etc. On est vraiment dans cette logique de puzzle. Et si on voulait faire spécifiquement de l'e-commerce, on pourrait en fait choisir d'autres outils. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien faire Winiz avec, par exemple,
Shopify, qui est un outil spécialisé dans la création de sites e-commerce. On a fait le choix de le faire avec d'autres outils. Pour vous expliquer ça encore plus clairement. Donc pour passer de nos actions à nos outils, donc je vous rappelle rapidement les actions. On veut permettre à nos clients de découvrir le service et commander. Et de notre côté, on veut pouvoir être alerté si c'est nous qui livrons ou alerter notre livreur, archiver nos commandes, mesurer et encaisser les paiements. Les outils que nous utilisons pour faire ça, eh bien, pour donc, la mise en place de la page, utilisons Strikingly, qui est, donc, pour ceux qui le connaissent déjà, un outil de création de page. C'est vraiment simple, hein, c'est ce qu'on va pratiquer ce soir. C'est vraiment un service où vous pouvez vous créer un compte et vous avez des templates de pages qui sont proposés et ça y est, vous avez une page qui est en ligne. Pour tout ce qui est illustration, je ne l'ai pas mentionné, mais il faut ayez en tête que toutes les illustrations qui sont sur Winiz, tous les visuels, sont des visuels qui ont été refaits pour Winiz. Et donc pour trouver ces pictos, d'ailleurs même les pictos de nos slides, vienned de Noun Project, qui est une banque de pictos qui a comme intérêt de être très peu cher ou bien gratuite, avec une licence Creative Commons. Donc si vous citez les auteurs, eh bien, vous pouvez vous en servir sans payer. Sinon, c'est 1 à 2 $ par picto, donc ça reste très très accessible. Et d'ailleurs, c'est aussi finalement, pareil, j'ai quelque chose que j'ai oublié de vous dire, mais tous les outils en cumulé dont nous allons parler ce soir représentent, en dehors de Sketch, qui est un petit outil de design vectoriel, une espèce de Photoshop un peu simplifié, un mi-chemin entre Photoshop et Illustrator, en plus simplifié, qui coûte, je crois, 60-70 €. L'ensemble des autres outils va vous revenir autour de 50-60 € avec peut-être un mensuel autour de, je ne sais plus, 30 ou 40, autour de 50 € par mois, ce qui, du coup, pour tester un service, et du coup, en l'occurrence, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, mais là, ce que je vous ai montré, Winiz, est aujourd'hui quelque chose de simple, mais qui nous permettrait, si on le voulait, dès demain, de commencer à tester notre service de livraison de vin. Donc, payer 50 € pour avoir ça qui tourne, c'est vraiment pas cher payé. Donc, comme je vous disais, nos visuels de Noun Project, on va les retravailler en termes de couleurs, par exemple, ajouter des petites choses avec Sketch, les mettre ensuite sur notre Strikingly. Ce qu'on veut faire ensuite, eh bien, évidemment, c'est permettre à nos utilisateurs de passer commande. Et pour faire ça, on va créer un formulaire avec Wufoo, qui est comme Strikingly, mais pour les formulaires, un outil de création de formulaires en ligne. L'intérêt de Wufoo est qu'il a notamment l'intégration de Stripe, qui est un système de paiement. C'est ce qui va nous permettre tout simplement de faire passer d'un formulaire à la partie paiement. Côté vendeur, on va utiliser Twilio pour les appels, un service en fait d'appel automatique. Twilio. Oui. Pushbullet, qui est un service de notification qui permet de déclencher des notifications soit dans Chrome et ou sur mobile avec les bonnes applications et extensions qui sont installées. Pour la sauvegarde, alors encore une fois, Wufoo garde un historique, Stripe garde un historique, mais on va aussi mettre les choses, on peut mettre les choses très facilement dans Google Drive. Et ça devient notamment intéressant de sauvegarder les choses dans Google Drive aussi, donc en plus évidemment d'avoir notre sauvegarde et de pouvoir très simplement commencer à faire un peu des calculs sur nos commandes, de gérer des choses avec Trello. Donc Trello, je vous le disais rapidement tout à l'heure, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, un outil en fait de cartes. Donc imaginez juste des colonnes dans lesquelles vous avez des petites cartes, des petits rectangles que vous pouvez déplacer d'une colonne à une autre. Et donc, en fait, on va vous montrer, cet outil, en fait, dans cet exemple, nous l'utilisons pour créer une carte automatiquement dans une colonne à chaque fois qu'il y a une commande à réaliser, que du coup, ensuite, on peut juste déplacer, ce qui permet de mesurer automatiquement le temps de livraison. Pareil, on vous expliquera ça. Et enfin, les paiements avec Stripe. Donc, voilà, là, c'est, on va dire, un peu toute la palette d'outils qui nous ont permis de réaliser Winiz très rapidement. Et c'est ce qu'on veut vous transmettre ce soir. Alors, il y a une question d'ailleurs que personne ne m'a posée, et évidemment j'avais oublié de vous en parler, mais personne ne m'a posé la question du « Ah oui, mais en pratique, comment est-ce qu'on fait en sorte que quand il se passe quelque chose au niveau de mon formulaire, eh bien j'ai automatiquement un appel qui soit déclenché, ou j'ai automatiquement une carte qui soit créée dans Trello, ou bien mes choses qui soient sauvegardées dans Google Drive. Enfin, entre guillemets, je ne sais pas le faire, comment est-ce que ça se fait que… Alors, il y a des API, c'est vrai. Alors, concrètement, une API, pour ceux qui ne savent pas développer, c'est quoi? C'est, on va dire, une brique technique qui permet à du code de parler avec du code. Donc, concrètement, soit une application mobile ou web qui parle à un serveur, à un service, pour faire fonctionner des choses de manière automatique. Enfin, crois-nous quand on te dit que tu n'as pas besoin de savoir coder. C'est-à-dire que, on va faire les manipulations ce soir.
Et donc, on va te montrer justement comment, enfin, vraiment juste avec du bon sens et en suivant les manips qu'on te donne, qui sont vraiment, encore une fois, pas du code, tu vas pouvoir intégrer des choses dans Strikingly et déclencher des comportements derrière dans d'autres outils. Et donc, du coup, pour revenir à cette partie de liant entre les outils, donc Zapier est un outil qui, justement, permet de déclencher des API, donc en l'occurrence, de faire en sorte que des services se parlent les uns avec les autres, et bien, sans avoir besoin de développer. Oui. Et une fois qu'on a cette super landing page avec tout qui fonctionne, comment on fait pour que les gens arrivent sur la landing page? Là, en fait, c'est une bonne question. Hein. La réponse à ça, en fait, se situe pour moi dans les étapes qui sont avant. Là, ce dont on est en train de parler, c'est comment construire effectivement ce sur quoi on veut emmener des gens. Je vous parlais en fait du coup des étapes de problème et de cible. En fait, c'est vraiment dans cette étape-là et du fait d'aller parler à des gens, c'est vraiment pendant ces étapes-là que toute la partie, donc ce qu'on appelle le product market fit, donc en fait, le fait de faire matcher d'un côté notre promesse qui est basée, encore une fois, sur un problème auquel on essaie d'apporter une réponse et des utilisateurs, ou en tout cas des gens qui, d'après nous, ressentent ce problème, eh bien, c'est pendant cette phase-là où on essaie justement d'aller trouver effectivement ces personnes, vérifier qu'elles ressentent réellement ce problème, que du coup, on peut commencer à se créer un peu son cheptel d'utilisateurs. Donc, c'est pour ça que je l'ai mentionné effectivement très rapidement, mais je prenais comme exemple, effectivement, pourquoi pas des gens qui utilisent Uber. Une fois en fait, que tu as commencé à restreindre à ce niveau-là tes utilisateurs, c'est beaucoup plus facile d'aller les chercher. Oui, mais ils arrivent sur la landing page en ayant déjà une… Alors, oui, alors effectivement, comment est-ce qu'en pratique ça se passe? Tu vas parler à ces gens-là, tu commences à essayer de comprendre quels sont leurs problèmes autour de avoir du vin à la maison. Le soir, quand tout est fermé, ou bien quand il y a du monde un peu partout et que j'ai des gens chez moi, j'ai pas envie de les laisser mes invités. Tu commences à rencontrer des personnes qui, d'après toi, donc dans tes hypothèses, sont dans ta cible, tu discutes avec elles et si effectivement tu valides un intérêt pour ton service, évidemment tu récupères un contact, donc tu les ajoutes à un groupe Facebook, tu récupères leur email, leur numéro de téléphone, peu importe, mais tu gardes un moyen de les faire participer, tu leur proposes de participer à ton expérience. Et normalement, si effectivement tu réponds vraiment pour eux à un problème, ça doit être relativement naturel. C'est-à-dire que si effectivement toi, tu viens me voir en m'apportant la proposition de Wineys et qu'effectivement je suis dans ta cible, au moment où tu vas à la fin de notre conversation me dire « Et au fait, est-ce que ça t'intéresse de participer à nos premiers tests, à notre bêta ?» On va utiliser le terme bêta de manière un peu abusive, mais si effectivement la personne est intéressée, elle te dira oui, et du coup tu dois aller voir beaucoup de monde, donc tu dois à la main aller trouver tes 10, 20 premiers utilisateurs. Pour compléter ce que dit Ben, c'est que grâce au outil que tu auras ton URL propre, donc là par exemple wineys.fr, et après il suffit que tu partages cette URL à tes potes, à des gens sur Facebook, tu peux même faire de la pub, il y a plein de moyens d'acquérir tes premiers utilisateurs. Mais effectivement, la meilleure manière, c'est ce dont parlait Ben, c'est d'aller parler à quelques personnes en leur disant voilà j'ai un nouveau service, est-ce que tu veux le tester? Ouais, une autre façon de formuler la question, c'est comment tu fais pour avoir ton wineys.fr référencé sur Google? Alors là en l'occurrence, ça se fait de manière automatique, ou plutôt, le simple fait de poster un lien à différents endroits fait qu'à un moment tu te retrouves indexé, donc en l'occurrence visible sur Google. Mais attention, on n'en est pas, la phase de projet dont je parle maintenant n'est pas celle où on cherche à effectivement être visible, faire de la pub sur Google et Facebook pour, entre guillemets, acheter l'utilisateur. On est en amont de ça. On est justement avant le moment où on cherche à faire venir du monde, soit au pire en payant avec de la publicité, soit au mieux en allant à des endroits où les gens ressentent en masse ce problème-là et les faire venir de manière organique. On est vraiment là en train de parler du tout début. Après, c'est vrai que avec Wineys, on a quelque chose de relativement propre, donc on pourrait effectivement se dire que on va le poster de manière plus large pour aussi, pourquoi pas, faire venir des gens qui ne nous connaissent pas. Alors, donc, on arrive à la fin de cette première partie qui était un peu la présentation de la démarche et de la logique et des outils. On va passer ensuite, donc là maintenant, à notre partie pratique. Donc du coup, pour ceux qui sont là ce soir, on va pratiquer. Pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous invite, si ça vous intéresse, dans l'occurrence, de voir les manipulations, d'aller du coup sur Udemy, donc sur udemy.com/4hourstartup. Pour information aussi, du coup, j'en profite pour la vidéo, de mentionner le fait qu'on est en train de préparer un deuxième atelier donc là, en fait, ce soir, on est essentiellement en train de parler
de tout ce qui se passe côté front, donc à savoir côté utilisateur. Et donc nos clients, leur proposer le service, vendre, etc., etc., etc. On est en train de préparer un deuxième atelier qui lui s'intéresse plus à tout ce qui concerne le back-office, ou en l'occurrence le traitement de vos informations de votre côté en tant que start-upper. Pour vous donner un exemple très concret, il y a 2 entrepreneurs avec lesquels je discute régulièrement en ce moment qui sont venus me voir en me disant « Ah bah effectivement, on a suivi tes conseils, on commence à avoir une 40aine de clients pour une centaine de produits. Maintenant, on a besoin d'un développeur, on va avoir besoin d'un développeur parce qu'autant on peut commencer à gérer à la main les choses avec un Excel ou un spreadsheet pour l'instant, autant très vite, on sent qu'on va devoir scaler un peu et donc on va avoir besoin d'un outil interne pour gérer un peu tout ça. » En l'occurrence, de la même façon qu'on ce soir, on vous montre des outils autour de tout ce qui concerne l'extérieur, on prépare un deuxième atelier autour de l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, allez sur le groupe Facebook, dont je vais mettre le lien juste après. On prépare aussi un 3e atelier autour justement de la mise en pratique pour vos propres projets. Donc si tout ça vous intéresse, donc du coup, allez sur Facebook. J'ai mis donc le groupe est pour l'instant une URL pas très propre, donc je vous ai tout simplement mis bit.ly/fb-4hs comme for our startup.